En juin 2018, le monde a suivi Donald Trump et Kim Jong-un marchant ensemble à Singapour, se serrant la main et promettant un nouveau chapitre dans les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord. Peu de temps après, il y a eu une autre rencontre à Hanoï, mais les négociations se sont effondrées sans accord. Quelques mois plus tard, une nouvelle rencontre historique a eu lieu sur la ligne de démarcation à la frontière entre les deux Corées. Et aujourd'hui, en 2026, Trump montre peu d'appétit pour reprendre le même niveau d'implication directe ou de pression maximale qui a marqué son premier mandat contre la Corée du Nord. Dans le même temps, Kim Jong-un a accéléré l'expansion du programme nucléaire nord-coréen avec de nouvelles installations, plus de matières fissiles et une position ouvertement irréversible. Ce changement reflète la maturation du programme nucléaire nord-coréen, le renforcement des alliances stratégiques et un calcul des priorités différents à Washington. L'intérêt de la Corée du Nord pour l'énergie nucléaire remonte aux années 50. Après la guerre de Corée, l'Union soviétique a fourni la formation technique et le soutien initial pour ce que Pyongyang présentait comme un programme pacifique. Dans les années 1980, le pays a construit le complexe de Yonsei, comprenant un réacteur modéré au graphite de 5 MW, capable de produire du plutonium. En 1985, la Corée du Nord a signé le traité de non-prolifération nucléaire, mais des soupçons sont vite apparus selon lesquels le programme avait des objectifs militaires. La crise s'est aggravée dans les années 1990. Des inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont révélé des incohérences. En 1994, un accord-cadre a été signé entre les États-Unis et la Corée du Nord, Pyongyang acceptant de geler et de désactiver ses réacteurs au graphite en échange de 2 réacteurs à eau légère et de la fourniture de combustible lourd. L'accord s'est effondré au début des années 2000. Les États-Unis ont alors accusé la Corée du Nord de maintenir un programme secret d'enrichissement de l'uranium. En 2003, Pyongyang s'est retiré du traité de non-prolifération. 3 ans plus tard, en 2006, elle a effectué son premier essai nucléaire. Sous Kim Jong-il, le programme a progressé de manière graduelle. Avec l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, en 2011, l'accélération a été évidente. Entre 2016 et 2017, plusieurs essais nucléaires ont eu lieu, y compris ce que Pyongyang a décrit comme une bombe à hydrogène. En plus des essais de missiles balistiques intercontinentaux capables d'atteindre le territoire continental des États-Unis. Kim Jong-un a commencé à mettre l'accent sur la miniaturisation des ogives, le développement de missiles nucléaires tactiques et des systèmes de lancement diversifiés. Lorsque Donald Trump a pris la présidence en 2017 lors de son premier mandat, il a d'abord adopté une rhétorique dure. Il a parlé de feu et de fureur si la Corée du Nord menaçait les États-Unis. Cependant, en 2018, il est passé à une diplomatie directe. Le sommet de Singapour a abouti à une déclaration conjointe vague, engagement en faveur de la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, garantie de sécurité pour la Corée du Nord et normalisation des relations. Lors du deuxième sommet à Hanoï, en février 2019, le fossé entre les parties est devenu évident. La Corée du Nord a proposé de démanteler définitivement les installations nucléaires de Yongbyon contre un allègement partiel des sanctions. Les États-Unis, représentés par une ligne plus dure menée par John Bolton et Mike Pompeo, exigeaient une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible, incluant toutes les installations, matériaux et programmes de missiles, ainsi que la manière dont ils ont géré les généraux nord-coréens inexpérimentés et méfiants. Il n'y a donc pas eu de consensus sur la portée, la séquence ou les mécanismes de vérification. Trump a mis fin à la réunion sans accord. L'échec n'a pas été seulement technique. La Corée du Nord considérait les sanctions comme le principal instrument de pression et voulait un allègement concret avant d'abandonner ses capacités. Washington craignait que toute concession partielle laisse Pyongyang avec une capacité nucléaire résiduelle, sans garantie quant au respect futur des engagements. Après Hanoï, les discussions se sont refroidies malgré des attentes dépassées.
Il a quitté son poste sans accord formel, bien que la période de négociation ait coïncidé avec une pause dans les essais nucléaires et de longue portée de la Corée du Nord. Lors de son second mandat, commencé en 2025, Trump a répété publiquement qu'il aimait Kim Jong-un et qu'il aimerait le rencontrer à nouveau. Il a partagé d'anciennes photos en ligne et annoncé une future rencontre à une date appropriée. Cependant, aucun nouveau sommet n'a eu lieu jusqu'à présent. La stratégie de sécurité nationale des États-Unis de 2025 a pratiquement omis toute mention explicite de la dénucléarisation de la Corée du Nord, un point qui figurait dans les documents équivalents des administrations précédentes. Plusieurs facteurs expliquent ce changement de ton et de priorité. Tout d'abord, la Corée du Nord est aujourd'hui bien plus puissante militairement qu'en 2018-2019, avec un arsenal nucléaire accru depuis 2020. Son arsenal nucléaire s'est développé et diversifié. Deuxièmement, les alliances de Pyongyang ont modifié le calcul des risques. En juin 2024, par exemple, lors de la visite de Vladimir Poutine à Pyongyang, les deux pays ont signé le traité de partenariat stratégique global. L'article 4 de ce traité stipule que, si l'une des parties entre en état de guerre à la suite d'une agression armée, l'autre lui apportera une assistance militaire. Et d'autre part que la Corée du Nord et avec la Corée du Nord soient séparées. L'article de ce traité stipule que, en cas de guerre, la Corée du Nord est, selon la Corée du Nord selon une consultation de dénucléarisation, en cas de menace, d'agression et de coopération technico-militaire. Cela augmente le coût de toute action militaire directe des États-Unis contre la Corée du Nord, car cela pourrait impliquer la Russie, la plus grande puissance nucléaire de la planète. Troisièmement, les priorités stratégiques américaines ont changé. La Chine est aujourd'hui considérée comme le principal concurrent à long terme. Les conflits au Moyen-Orient et sur d'autres fronts exigent également plus d'attention. Quatrièmement et enfin, la Corée du Nord a démontré sa capacité à résister à la pression. Avec le soutien russe et des canaux de contournement des sanctions via la Chine, Pyongyang maintient un flux de ressources et de technologies. Kim Jong-un a déclaré publiquement qu'il n'y a pas de négociation qui échangerait la dénucléarisation contre un allègement des sanctions. Pour ces raisons, Trump n'a pas répété le schéma de pression maximale et n'a pas investi de capital politique dans une nouvelle offensive diplomatique similaire à celle de 2018. L'approche actuelle semble davantage axée sur l'endiguement et l'attente que sur la confrontation ou un engagement profond. Le programme nucléaire nord-coréen s'est considérablement développé ces dernières années. Des estimations de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, publiées cette année, indiquent que la Corée du Nord possède environ 60 ogives nucléaires assemblées et suffisamment de matière fissile pour produire au moins 90 ogives supplémentaires. D'autres analyses indiquent des stocks d'uranium hautement enrichis d'environ 2,5 tonnes. Cette expansion rend tout retour aux négociations et à la dénucléarisation complète encore plus difficile. Pyongyang considère son statut nucléaire comme un fait accompli et la base de sa stratégie de dissuasion. Élaborer une vidéo aussi contextualisée que celle-ci demande du temps, de l'analyse et de la recherche. Je sollicite votre soutien. Faites un don du montant de votre choix à notre clé PIX. areamilitar@gmail.com ou devenez membre ici de la chaîne pour soutenir notre travail. Merci beaucoup.